À vous. Donc j'invite Marine Nossereau, donc directrice des affaires juridiques et fiscales de la coopération agricole, qu'on a vu tout à l'heure, et Nicolas Gransart, avocat associé chez Fidal. Il s'agit du dernier atelier. Avant d'avoir la conclusion, et moi aussi, je salue Frédéric Descrozaille qui est arrivé tout à l'heure. Bonjour, monsieur le député. Donc qui fera la conclusion avec Marie Dugardin, juste après ce dernier atelier sur les marques de distributeurs. Alors, ma première question, c'est doit-on parler de sanctuarisation du prix des MPA pour les produits de marque de distributeur? Qui se lance en premier avec cette question? Oui, bonjour, merci beaucoup. En fait, c'est un peu l'idée. Qu'est-ce qu'on voit avec cette évolution du texte sur les MDD? On en parlera maintenant, on en parlera sans doute à la fin aussi. C'est finalement un rapprochement à certains égards du régime juridique applicable au MDD aux produits à marque nationale. Et finalement, avec la prise en compte de la matière première agricole au stade de la négociation et au stade de la renégociation des produits MDD, on voit toujours en fil rouge finalement l'idée qu'il y avait de manière sous-jacente et de manière même expresse des lois Egalim 1, 2, 3, d'aller protéger le prix et la valeur de la matière première agricole pour, évidemment, c'était le titre des lois, aller protéger la rémunération des producteurs agricoles. Et donc, évidemment, dans une certaine logique, le législateur est venu dire, je vais aller voir si, dans le champ des textes que j'ai pris jusqu'à présent, j'ai bien embrassé l'ensemble du circuit de production puis de distribution des produits qui intègrent de la matière première agricole. Et donc là, on a un texte qui va un peu plus loin dans la logique encore, en disant attention, je vais venir peut-être sanctuariser effectivement le prix et la valeur de la matière première agricole, y compris dans les produits MDD, par une prise en compte d'abord, en prévoyant une renégociation obligatoire au moins une fois par an du prix, et deux, en disant que le prix de la matière première agricole, en tout cas sa valeur, n'était pas une marge de négociation, c'est-à-dire que ce n'est pas une variable de négociation dans le prix du produit. Marine Nossereau, donc pour la coopération agricole. Alors effectivement, on constate une extension du régime qu'on a pour les marques nationales sur les MDD, avec cette volonté de protéger aussi sur ces volumes-là le revenu des agriculteurs. L'intention, elle est bien celle-là. Avec à redouter, et on l'a évoqué tout à l'heure pour les marques nationales, la même augmentation corrélative de la pression sur la marge industrielle, puisque les MDD, je ne vais pas reprendre ce que j'ai dit tout à l'heure, mais les MDD, comme les produits sous marque nationale, sont des produits élaborés, produits de grande consommation, etc., et que la partie industrielle du coût de production est quand même importante. Et c'est vrai que pour cette année, en tout cas, puisqu'on a du mal à faire des prévisions à long terme quand même, mais c'est quand même un sujet assez important. Alors, il y a quelques différences, puisqu'effectivement, on sait bien que dans les produits MDD, il y a un certain nombre de coûts qui n'existent pas. Je pense notamment au coût de tout ce qui est propriété intellectuelle, marketing, etc. Valorisation de la marque. Valorisation de la marque, où évidemment, ça ne pèse pas sur le coût de fabrication. Donc, on a sans doute un équilibre un peu différent qui va s'instaurer. Là aussi, on est en début d'application, donc on a un petit peu de mal à dire exactement quelles seront les conséquences de ces différences, mais je pense que c'était peut-être quand même à signaler. Et puis là encore, un peu comme ce que j'ai dit tout à l'heure, quelque chose de vraiment important, ça va être la rédaction des clauses de renégociation avec là aussi une temporalité nouvelle. Et évidemment, des effets qu'on ne mesure pas encore bien. Et il faut être un peu modeste sur le sujet. Mais en tout cas, le même focus, du coup, on a 6000 en MDD. Je vais recommencer le coup de tout à l'heure. Alors, je vais essayer d'éviter ça. Voilà. On a 6000 la MDD sur ces sujets-là à la marque nationale avec les mêmes effets pervers. Il faut quand même, on peut espérer quand même qu'on préserve la spécificité de la MDD sur le fait que, quand même, fondamentalement, c'est le préalable de tout. C'est que c'est pas un contrat de vente, c'est un contrat d'entreprise, et que c'est une négociation qui est quand même différente. Donc, je pense qu'il faut
espérer, c'est pas juste un vœu pieux, c'est qu'il va falloir que les opérateurs travaillent en ce sens, hein, qu'on conserve tout de même la pluriannualité et la spécificité de la négociation. Et je pense que Jacques a sûrement plusieurs sujets en une remarque, oui, effectivement. Allez-y, Jacques. En une remarque, bon, alors je partage ce que viennent de dire mes deux camarades. La loi du mois de mars n'a pas révolutionné les MDD, hein, c'était plutôt la loi d'avant, c'était L441-7 a vraiment été bouleversé par Egalim 2. Pour tout vous dire, la négociation du prix ne porte pas sur la part dans le prix proposé par le fabricant du prix des matières premières agricoles et des produits transformés mentionnés, etc. Je crois que ça ne pose pas de problème aux enseignes parce que c'est déjà le cas, travaille quand même de manière relativement transparente, surtout qu'on est, comme le disait Marine, sur un modèle économique et juridique différent pour plein de raisons de celui des marques nationales. On n'est pas sur les mêmes structures de coûts, sur les mêmes enjeux, sur les mêmes responsabilités. N'oublions pas le pouvoir de négociation particulier du fabricant de MDD parce que son distributeur ne peut pas le remplacer le jour où il y a un problème. Trouver le même produit en MDD, ça n'existe pas. Donc il y a un vrai sujet de ce point de vue-là, et quelque part c'est un confort pour l'industriel. N'oublions pas aussi que le tissu industriel, les PME, alors que ce soit des gens représentés par la coopération agricole ou pas, et quand bien même la MDD est concurrente des marques nationales, dont la coopération agricole, entre autres, je crois, représente 30 à 40% en valeur ou en volume en France des marques, donc c'est très important. Donc il y a un phénomène effectivement de concurrence. Est-ce que la MDD doit se rapprocher du régime des marques nationales, finalement pour ces raisons de concurrence ou pas, en dehors d'éventuels abus qui pourraient exister et qui ont déjà été traités sur les MDD, sujet sur lequel d'ailleurs la CEPC a sorti une remarquable recommandation qui peut effectivement en tout cas être plus précise quelquefois que les termes de la loi. Voilà, je pense que le régime de la MDD doit rester spécifique. On est d'accord sur le sujet, par nature, par construction. Après, le fait d'organiser un rendez-vous annuel, est-ce que c'est bien, est-ce que c'est pas bien, est-ce qu'il y avait besoin de l'écrire? Je ne pense pas. Après, maintenant, c'est écrit, la loi sera respectée pour tenir compte des fluctuations des prix des matières premières entrant dans la composition du produit. Donc, il y a une logique avec le point précédent. Voilà. Donc, pour en rester aux dispositions de la loi d'Escrozaille sur ce sujet des MDD, voilà, j'ai fait mes commentaires et je pense que il n'y a pas plus à en dire. En tout cas, de notre côté, les contrats MDD seront bien évidemment formalisés et exécutés dans le respect de la loi. Nicolas, un complément? Oui, en fait, je disais en fil rouge qu'on allait avoir cette question, et Jacques l'a abordé, hein, il l'a repris, du rapprochement finalement du régime du cadre des négociations applicables aux produits MDD et aux produits à marque nationale. Je reprendrai et je rebondirai, c'est un point qui a été très très peu abordé aujourd'hui, c'est Marie qui en parlait tout à l'heure, de la notion de bonne foi dans le cadre des négociations. Je pense, et c'est pas uniquement vrai d'ailleurs dans le monde des négociations tel qu'on l'aborde aujourd'hui, c'est un point dont on n'a pas encore pris la mesure en fait de cette réforme du droit des contrats de 2016, avec la notion de bonne foi qui avait été extrêmement renforcée dans le Code civil. On n'a pas parlé beaucoup du Code civil aujourd'hui, on a fait du droit beaucoup, mais très axé Code de commerce, livre 4, titre 4 du Code de commerce. Ne pas oublier que tout ce qu'on fait là, ça reste du contrat. Ça reste du contrat, et il y a cette notion de bonne foi qui a été extrêmement renforcée dans l'esprit du législateur avec la réforme du Code civil, dont on n'a aujourd'hui que très peu de recul, parce que 7 ans à l'échelle du droit, c'est hier. On n'a pas définition que quasiment pas ou très peu de jurisprudence sur ces sujets, en tout cas sur des contrats significatifs. Et je pense que dans le cadre de négociations comme celle dont on parle aujourd'hui, que ce soit dans le cadre d'un échec des négociations, par exemple au 1er mars,
dans le cadre d'une renégociation de prix dans un contrat MDD, où je rejoins complètement Jacques, l'aspect très fort d'un partenariat du contrat MDD, c'est bien, d'ailleurs c'est un contrat de sous-traitance industrielle en réalité, le contrat MDD, donc on voit qu'il y a un vrai partenariat industriel entre le prestataire et le client. Donc, dans le cadre de contrats comme ça très forts, je pense que cette notion de bonne foi va être fondamentale. Et dans la période qui serait les périodes critiques de fin de négociation, je reviens un peu, je sors un peu du sujet MDD, mais où il y a une date butoir de négociation, je pense que cette notion de bonne foi, je rejoins complètement ce que disait Marie tout à l'heure, sera une notion déterminante. Et ce sera aux juristes, et je pense qu'on aura ce rôle-là important de le rappeler à nos clients, quels qu'ils soient, qu'ils doivent avoir en tête que celui dont il pourrait être démontré qu'il n'a pas été de bonne foi dans le cadre de la négociation, à mon avis, prendra un très gros risque au regard des contraintes aujourd'hui qu'il y a en termes de formalisation des négociations et notamment du cadre temporel. Marine, pour conclure cette table ronde sur les marques de distributeurs, finalement, qu'est-ce que vous souhaitez? Quelles sont vos craintes? Non, je veux juste ajouter, je vous réponds juste après, mais juste ajouter que le problème de cette notion de bonne foi, etc., c'est qu'on a une intervention du juge et quelque chose d'a posteriori, et c'est vrai que cette réglementation, de manière générale, elle essaye d'éviter le recours au juge, de faire en sorte d'avoir par avance des comportements interdits et justement de ne pas y aller. Donc c'est un petit peu ça, peut-être une des choses qui fait que ça va mettre du temps. Et je me permets de revenir sur le fait qu'on ne laisse pas le temps avec cette succession de lois. Pardon. Non, sur le reste, moi j'ai surtout pas une crainte, mais un enjeu, c'est effectivement de pas, ce que j'ai dit là, c'est de pas modifier la nature des contrats MDD et de creuser, gagner en expérience et mieux rédiger les clauses de renégociation, de sorte qu'on ne revienne pas sur la pluriannualité, qu'on voit des clauses de renégociation fonctionner. Sinon, je pense qu'on n'aura peut-être pas réussi l'objectif. Il me semble que c'est ça, en tout cas. Oui, d'ailleurs, ce sont des contrats par nature pluriannuels, parce qu'un développement MDD, c'est très long, voilà. Et on ne s'engage pas pour 6 mois, 1 an. C'est très la rare. crainte de la réannualisation ou de l'annualisation de ces contrats, elle est importante, et je pense que c'est pas ce que souhaite. En tout cas, c'est pas ce qui est souhaitable pour les opérateurs, effectivement. Alors, déjà, annuel ou pas, c'est une question. Annuel à quelle date, c'est encore une autre question. Et annuel à quelle date par rapport à la date des négociations commerciales des produits à marque nationale, parce que toujours quand même une relation entre les deux à un moment. Donc, est-ce qu'il faut que ce soit avant, après, en même temps? Enfin, voilà, il y a des tas de questions. Mais laissons la liberté et la régulation naturelle du marché. Le contrat MDD, c'est normalement, compte tenu, en dehors de quelques achats très massifiés sur des produits très basiques, les pâtes, les choses comme ça, mais c'est quand même un partenariat gagnant-gagnant. Ça aide certaines PME quand même à être présentes et à faire tourner leurs outils industriels spécifiquement ou en concours, en concurrence avec leur propre marque. Ça leur permet de rentabiliser leurs investissements. Il y a un vrai effet d'intérêt commun sur la MDD, gardons-le. Eh bien, merci à tous les trois pour cette table ronde. Merci à vous. Et donc, pour clôturer, il y a eu beaucoup d'infos aujourd'hui. Pour clôturer, mais je crois que ce sera en replay qu'on pourra les revoir. Donc, ce sera important pour se remémorer. Donc, je suis ravi d'accueillir, on l'a annoncé tout à l'heure, Frédéric Descrozaille, donc le député Frédéric Descrozaille, ainsi que Marie Dugardin, avocate chez Fidal. Merci à tous les deux de me rejoindre, tout simplement pour clôturer cette matinée. Et c'est Marie Dugardin qui va d'abord prendre le micro. Merci Yves. Merci monsieur le député d'être là. Je remercie l'ensemble des intervenants de cette matinée qui a été riche. Donc il m'appartient de faire une brève synthèse très rapidement, donc, puisque je sais que votre temps est compté et je pense que vous avez surtout très envie d'écouter monsieur le député. Alors monsieur le député, tout à l'heure votre loi a été saluée, l'intérêt de votre loi par l'ensemble des intervenants. En revanche, je formulerai quelques remarques sur la loi là, qui arrive bientôt et qui effectivement modifie le calendrier. Je pense qu'on l'avait déjà évoqué lors des Fèves d'Or. Je pense que ça relève d'une méconnaissance réelle des pratiques de la distribution, parce que comment peut-on imaginer que la distribution va segmenter donc la relation et la négociation, donc entre moins 350 millions et plus de 350 millions. Imaginons un leader sur un marché qui fait plus de 350 millions et 2 challengers qui font moins de 350 millions.
Est-ce que la négociation va être segmentée et est-ce qu'on va vraiment finaliser avant la négociation avec les deux partenaires qui font moins de 350 millions? C'est bien évident que non, et que la distribution va regarder l'ensemble des avantages et des inconvénients des 3 relations commerciales et va négocier vraisemblablement dans le même temps et conclure dans le même temps. Voilà, ça c'est les inconvénients de la loi rapide, de la loi mal faite et de la loi qui, en tout état de cause, à mon sens, n'aura que très peu d'effet. Parce que comment peut-on imaginer aussi que la DGCCRF sanctionne à hauteur de 5 millions d'euros lorsque les accords ne seront pas signés en temps et en heure, alors que l'année dernière, un certain nombre d'enseignes de la distribution n'ont pas signé le 1er mars et que pour autant, elles n'ont été ni contrôlées ni sanctionnées. Voilà. Donc ça, c'est une vision extrêmement rapide et certainement très dure, mais je dirais mais néanmoins très réaliste, de ce qui va se passer dans les 2 mois qui viennent. On peut imaginer aussi autre chose, c'est que la distribution prendra les baisses et qu'elle ne prendra pas les hausses. Et que la négociation sera bien évidemment très facile sur les baisses, mais très difficile sur les hausses. Et qu'on sait aussi, parce que nous assistons d'ores et déjà les fournisseurs depuis quelques semaines sur les négociations, et on sait d'ores et déjà qu'il va y avoir beaucoup de hausses et pas beaucoup de baisses. Donc on peut aussi rebondir sur ce qui avait été dit LSA dans le cadre du Congrès, c'est-à-dire le législateur est peut-être en train, tout simplement, si sa loi était appliquée, de favoriser la hausse des prix et non pas la baisse des prix auprès du consommateur. Voilà, c'est une vision pragmatique et réaliste de ce qu'est cette loi nouvelle. Si maintenant je me situe sur le temps long, puisque je pratique l'ensemble de ces dispositifs, peut-être qu'ils ont été décrits tout à l'heure par Philippe depuis près de 30 ans, du côté de la distribution et du côté des fournisseurs, il faut s'interroger sur l'intérêt des lois. Monsieur le député, vous faites la loi, donc quel est l'intérêt réel de ces lois? Alors d'abord, d'un strict point de vue juridique, il faut bien considérer qu'il y a peu de sanctions, puisque finalement la DGCCRF a beaucoup de mal à faire appliquer le dispositif des sanctions civiles et de la responsabilité en cas, entre autres, de déséquilibre significatif et qu'il y a quelques échecs assez brûlants et assez difficiles devant le tribunal de commerce de Paris ou devant la cour d'appel de Paris. Et puis sur les sanctions administratives, bien effectivement, on voit qu'il y en a quelques-unes, et je pense que là, le réel effet de la DGCCRF sera là. Mais encore une fois, sur le temps long, je dirais le côté sanctionnateur, et là, je rejoins ce qui a été dit tout à l'heure par la coopération agricole. Effectivement, ces textes-là, en fait, ont un effet dissuasif. Et ayant conseillé très longtemps la distribution et des grands groupes de distribution, en réalité, on voit que ce qui les fait bouger, c'est quand la sanction, elle est au-delà d'1 million d'euros, la sanction potentielle. Et que sinon, il y a toujours un calcul, je dirais très cynique, qui est fait entre l'avantage quant au fait de presser le fournisseur dans la négociation et le risque tout à fait éventuel et tout à fait potentiel, mais éventuel, je dirais, quant à une sanction prononcée par le juge ou par l'administration. Et ça ne changera pas. Et on l'a vu tout à l'heure dans le cadre de ce débat un peu vif et particulièrement intéressant concernant les centrales et plus particulièrement les centrales internationales. L'intérêt des distributeurs quant au fait de négocier à l'étranger est tel qu'ils continueront, évidemment, à prendre le risque. Alors, à quel moment ça s'arrête? Ça s'arrête quand un des partenaires quitte la centrale et quand Système U quitte Carrefour dans le cadre de CWT et que le juge lui donne raison quant au fait de quitter la centrale. Voilà, donc c'est une vision cynique, mais c'est une vision réaliste. Je vous avais interrogé, monsieur le député, je vous avais dit, est-il judicieux dans le cadre de l'option 3, de faire peser sur des fournisseurs PME une charge à hauteur de 50 000 € pour faire intervenir un commissaire aux comptes. Un commissaire aux comptes qui parfois, je dirais, ne comprend pas grand-chose, je dirais, malgré les règles qui ont été établies par la Compagnie nationale des commissaires aux comptes, et qui revient vers nous en nous disant que dois-je faire et quelle option choisir. Et effectivement, la complexité et les contraintes que fait peser l'option 3 peut nous faire dire qu'il va être délicat d'y recourir dans les mois qui viennent. Donc, dans tout ce contexte-là, que pouvons-nous faire pour vous? Parce que les débats ont été vifs, intéressants, multiples. Quel est le rôle de l'avocat? Et quel est le rôle de FIDAL? Puisque Philippe l'a rappelé tout à l'heure, nous sommes 130 avocats répartis sur l'ensemble du territoire français. Dans ce maquis de textes, dans cette complexité, d'abord, il faut connaître, il faut savoir. Donc, c'était l'objet de la réunion de ce matin, avec effectivement un replay, puisque je pense que les débats ont été riches et que beaucoup de choses ont été dites. Donc, c'est vous accompagner, c'est vous faire comprendre. Parce que des deux côtés, il faut savoir, il faut connaître, il faut savoir les risques, il faut peser les risques. Parce que derrière tout ça, et Yves l'a dit tout à l'heure, tout ça pour ça, peut-être, mais à un moment donné, il va falloir
que vous conveniez d'un prix, il va falloir que vous conveniez d'un plan d'affaires, d'un plan promo, d'un plan marketing. Il va falloir que tout le monde en sorte par le haut. Donc nous, on est là pour vous aider à en sortir par le haut. La négociation va être dure, elle va être difficile. Ça fait 30 ans que je dis ça. Alors on peut dire que je me répète, je pense que je me répète, mais je pense que malgré tout, chaque année, c'est ce que vous constatez. Pardon. Moi, ce que je constate aussi, c'est beaucoup d'acheteurs qui sont dépressifs et beaucoup de forces de vente qui sont aussi dépressives. Et qu'à un moment donné, il faut sortir de tout ça. Et nous, on est là aussi pour vous aider à sortir de tout ça. Alors, on n'est pas psychologue, hein, on n'est pas psychothérapeute. Néanmoins, il y a quand même des moments dans la négociation, quand on arrive à la fin du délai, ou la nuit, le soir, les jours qui précèdent l'accord, hein, parce qu'on est tous en train d'espérer l'accord, on est là pour vous. Donc, on est là, on vous a aidé à construire les conditions générales de vente, on vous a aidé à construire le plan d'affaires. On est là pour vous aider dans la négociation sur les aspects juridiques, mais pas uniquement, parce qu'on sait que chaque pourcentage va compter dans la vie de vos entreprises. Et on est là pour ça. Parce qu'à un moment donné, il y a quand même quelques mots qui font peur à la distribution. Il y a les grands mots du déséquilibre significatif, même s'il n'est pas contrôlé, il est dissuasif. Il y a le mot aujourd'hui, effectivement, de tout cet arsenal juridique qu'il va falloir respecter. Donc, nous sommes là, 130 répartis sur le territoire français, avec des équipes très fortes à Paris, à Lyon, à Rennes, bien sûr, et nous sommes là. Pour aller plus loin à vos côtés, parce que FIDAL, premier cabinet d'avocats français, nous considérons que nous sommes là aussi pour aider le législateur, monsieur le député. Donc, et nous avons décidé de monter un club agroalimentaire, donc un club sectoriel qui sera animé par Boris Rouy, là, qui est ici présent au premier rang, mais avec l'appui donc de la direction technique de Philippe. L'idée, c'est quoi? C'est de réfléchir ensemble. C'est de sortir, peut-être, je dirais, de cette espèce de magma. Faut-il aller vers Egalim 4? Faut-il tout supprimer? Encore une fois, ma vision est mitigée parce que le côté dissuasif des textes peut effectivement imprimer, on va dire, des comportements vertueux. L'idée, c'est de réfléchir en amont et de réfléchir avec vous. Alors, les directions juridiques, les directions financières, les directions commerciales, c'est de réfléchir en accord avec la distribution. Parce que même si c'est difficile, demain, nous devrons tous trouver un accord. Parce que ce secteur d'activité représente 15% du PNB de la France. C'est l'indépendance agroalimentaire de notre pays. Et nous devons tous travailler, on le sait, il y a une transition qui doit être financée par les industriels et par la distribution. La situation de crise, de crise que nous connaissons depuis le Covid, on en parlait tout à l'heure avec Yves, donc l'Ukraine, le Moyen-Orient, tout ça doit nous obliger à trouver un accord et un équilibre dans les relations commerciales. Voilà, c'est ma position. Je pratique ce sujet depuis longtemps. C'est un sujet passionnant puisque les lois sont structurantes. Elles ont un effet sur l'économie, que ce soit sur l'agriculteur, le fournisseur, le distributeur et aujourd'hui le consommateur. Mais cette loi, monsieur le député, c'est vous qui la faites. C'est votre responsabilité. Votre loi a été saluée. Donc maintenant, il convient de se pencher sur la suite. Et je vous passe la parole.